Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de STBI, un cours donc sur cette filière qu'on appelle la filière viande, les produits carnés. Et donc on va parler exclusivement de la viande, donc désolé pour les végétariens, il va falloir que vous mettiez un petit peu toutes vos idées préconçues sur la viande un petit peu de côté pour aborder froidement un petit peu ce cours et toutes les caractéristiques qui se réfèrent à votre BTS bioanalyse et contrôle. Ok. Alors, avant de rentrer dans le détail des process utilisés dans cette filière, il faut quand même que l'on parle des différents types de viandes qui existent. Alors, on a bien évidemment les viandes de boucherie, mais vous avez aussi les viandes d'animaux de basse-cour, les poules, les poulets, les dindons, etc. Les gibiers, le sanglier par exemple, les perdrix. Vous avez la partie particulière des abats, hein, tout le monde n'aime pas ça, mais ça c'est quand même vendu. Et puis vous avez un autre secteur qui est celui des charcuteries, des produits de salaison et de conserve. Alors cette partie-là fera l'objet d'un prochain chapitre, un chapitre particulier en STBI qui est important, qui est le saucisson, puisque effectivement il y a des process notamment de séchage qui sont très intéressants. Mais nous, on va se concentrer dans ce chapitre-là sur la viande de boucherie. Alors, il faut, dans un premier temps, essayer de comprendre un petit peu quels sont les critères qualité, justement, de cette viande vis-à-vis du consommateur. Alors, bien évidemment, à l'achat, vous avez la couleur. Alors, qu'est-ce qui fait la couleur d'une viande? Et puis, vous avez cette notion un petit peu particulière, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la notion de persillage. On aura l'occasion de leur parler. Et puis, à la cuisson, vous avez l'odeur de la viande et puis la jutosité, voilà un terme particulier dont on abordera. À la dégustation, vous avez la tendreté, hein, tout le monde n'aime pas manger des viandes trop dures, donc est-ce qu'elle est tendre ou pas? C'est dû à quoi? Quels sont les constituants biochimiques qui font qu'elle est tendre? Et les process, le goût, la jutosité, voilà d'autres critères qualité. Et enfin, un autre temps, la digestion, bien évidemment pour tout aliment, la qualité sanitaire du produit. Donc voilà les différents critères qualité vis-à-vis du consommateur dont il faudra tenir compte dans les process de cette filière particulière. D'accord? Donc effectivement, nous on va parler principalement des viandes de boucherie. Et dans un premier point, il faut aborder déjà de quoi est constituée, quelle est la nature d'une viande. Et je tiens tout de suite à dire que ce terme viande n'est pas du tout un terme anatomique, hein. Vous comprenez bien que c'est plutôt un terme culturel. En réalité, cette viande, c'est au départ un muscle qui sert à la mobilité. D'accord? Ce muscle devient viande à partir du moment où on décide de le manger finalement. Alors, il faut d'abord comprendre quelle est la structure, quelle est l'organisation d'un muscle squelettique. Alors, vous avez déjà une structure qui est macroscopique. Il faut comprendre comment est fait ce muscle. Alors, muscle d'un animal. Donc là, vous avez un os. Le muscle est lié à l'os via les tendons. Et il y a une organisation qui est un petit peu hiérarchique, multiple. Alors, tout d'abord, la cellule musculaire qu'on appelle la fibre musculaire, elle est ici, c'est ce point rouge qui est là. Et vous voyez qu'elle est parfaitement encadrée, cette cellule, par une espèce de tissu blanc qui va le recouvrir tout du long, parce que la fibre musculaire est une fibre allongée, et donc elle est encadrée par un espèce de tissu blanc qu'on appelle l'endomysium. On va en reparler un petit peu plus tard, c'est un tissu conjonctif qui vient protéger cette fibre musculaire. Et sur cet endomysium vient se greffer, ici en gris, vous avez un nerf intramusculaire. Donc ce nerf intramusculaire, j'espère que vous comprenez un petit peu à quoi il sert. Il sert justement à induire la contraction. C'est-à-dire que vous avez des muscles squelettiques qui sont donc des muscles volontaires. Si vous voulez contracter votre bras, par exemple, c'est vous, votre cerveau, qui donne l'ordre. Donc l'ordre arrive via cette fibre nerveuse au niveau de l'endomysium et il va permettre la contraction de cette fibre musculaire-là. D'accord? Mais cette fibre musculaire-là, elle n'est pas toute seule. Elle est organisée avec d'autres fibres musculaires voisines pour former ce qu'on appelle un faisceau de fibres. Ce faisceau de fibres musculaires est lui-même délimité par un autre tissu conjonctif. Donc, quand je vous parlais de hiérarchie, un petit peu de poupée russe, et cet autre tissu se nomme ici le périmysium. Donc vous avez l'endomysium qui en couvre la fibre, et puis plusieurs fibres recouvertes d'endomysium sont elles-mêmes assemblées et délimitées par le périmysium.
Et vous voyez que, donc ça c'est un faisceau de fibres musculaires, qu'il y a en fait plusieurs faisceaux de fibres musculaires. C'est ça le muscle, c'est un ensemble de faisceaux de fibres musculaires qui eux-mêmes sont encadrés, délimités par un autre tissu conjonctif qui est l'épimysium. D'accord? Et tout ça forme le muscle, auquel il faut assurément ajouter un système de transport de nutriments, parce que le muscle a besoin d'énergie, donc de matière. C'est grâce bien évidemment aux vaisseaux sanguins qui sont délimités à chaque coin en fait de ces faisceaux de fibres musculaires. Vous avez un apport de nutriments qui apporte l'énergie à ce muscle. Donc voilà pour la structure macroscopique qu'il faut connaître pour ce muscle. On va à présent aborder la structure microscopique du muscle squelettique, c'est-à-dire comment est construite eh bien, cette cellule musculaire, c'est-à-dire la fibre musculaire, qu'on appelle aussi la myofibrie. Donc c'est une fibre qui appartient au muscle, qui constitue le muscle, donc c'est la muscle fibrie. Donc voilà à quoi elle ressemble en fait. Donc vous reconnaissez ici, l'endomysium, d'accord, le tissu conjonctif. Et puis en fait, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule? Alors, c'est une cellule eucaryote, vous le savez, donc forcément vous devez repérer un noyau. Donc ici vous avez un noyau. Et en fait, le cytoplasme de cette cellule est très particulier parce qu'il contient des fibres de protéines. Il y a énormément de protéines de forme fibreuse. Et ces protéines sont de deux types, on va en reparler plus en détail tout à l'heure. Vous avez des filaments fins d'actine, ici, ce sont des protéines, et vous avez des filaments épais de myosine. Et vous avez des assemblages. D'un côté, ici, vous avez de la myosine, puis vous avez que de l'actine, puis vous avez que de la myosine. Et cette myosine est elle-même rattachée à d'autres protéines qu'on appelle ici la strie Z, si je ne m'abuse. Alors non, c'est pas la strie Z, c'est la strie M. Voilà. Donc les myosines sont attachées ici à la strie M, alors que les actines sont, elles, rattachées à un centre qu'on appelle le disque Z. Et ça constitue ce qu'on appelle l'unité sarcomérique. Alors vous avez peut-être déjà vu ça dans les années précédentes, l'unité sarcomérique, mais finalement ce qui va se passer, ce que vous devez comprendre, c'est que le muscle, lui, va se contracter, et il se contracte tout simplement parce que vous avez des fibres protéiques qui vont glisser les unes sur les autres. Et en se glissant les unes sur les autres, ce que vous voyez, c'est que mes deux coudes se rapprochent. Et ça permet donc la contraction du muscle. Donc cette unité ici de fibres, c'est ce qu'on appelle le sarcomère. D'accord? Donc vous avez des fibres dans le cytoplasme. Bien évidemment, pour que tout cela fonctionne, il faut de l'ATP, donc vous avez des mitochondries. Donc dans cette cellule musculaire, vous avez de nombreuses mitochondries qui apportent l'ATP. ATP, je vous rappelle, qui est produit par le métabolisme notamment du glucose. Glucose qui provient du glycogène. Glycogène, très important, glycogène qui est conservé dans les muscles sous forme de granules de glycogène. Et puis vous avez tout un tissu endoplasmique ici qui contient entre autres du calcium qui est très important pour la contraction. Donc plus en détail ici l'unité sarcomérique, donc le sarcomère et le phénomène de contraction. Donc là c'est au repos, donc vous avez ici les stries Z qui portent ici les filaments fins d'actine, et puis intercalés vous avez des filaments de myosine bien plus épais, et puis de nouveau une strie Z qui porte des filaments fins d'actine. Ce qui va se passer, c'est que la myosine va glisser avec l'actine, elles vont glisser les unes sur les autres, ce qui va avoir tendance à rapprocher ces stries Z. Donc lors d'une contraction, en fait, vous avez les stries qui se rapprochent, et les deux stries Z vont donc se rapprocher les unes des autres, et comme à chaque unité sarcomérique, eh bien, il se passe le même process, eh bien, globalement, le muscle se contracte. Donc ça, c'est au repos. Contracter, le muscle est plus petit, et puis il y a aussi le muscle à l'étirement, il peut s'étirer. Quand vous faites des étirements, tout simplement, quand vous faites du sport, vous faites des étirements, ben voilà ce qui se passe, vous avez le muscle qui peut s'étirer, parce qu'au repos, il est déjà pas totalement relâché. Alors, au cours des mouvements de contraction et de relaxation, justement, je vous disais, les myofilaments d'actine et de myosine vont coulisser les uns sur les autres. Alors, je vous ai mis une petite animation, je ne sais pas si on va la voir. Voilà, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit
les filaments épais de myosine. Et ce que vous voyez, c'est que les filaments épais de myosine, ils ont une espèce de tête là. Il y a une tête qui s'accroche au filament fin d'actine, il s'accroche et il s'attache et il tire. Il s'attache et il tire. Il se détache, il s'attache et il tire. Et ce faisant, vous avez la myosine à gauche et à droite qui court sur l'actine et qui contribue à ramener l'actine vers elle. Et ça permet donc la contraction. Ok ? Donc voilà une animation. Et je voulais vous en montrer une autre. Encore une fois, les déplacements d'actine-myosine. Là, vous allez voir en quoi l'ATP intervient. Donc encore une animation. Donc ici, on voit les têtes de myosine. Et remarquez un peu ce qu'elle fait, cette tête de myosine. Elle subit un mouvement de torsion. Et c'est ce mouvement de torsion qui vient tirer l'actine vers ce côté-là. D'accord ? Ce que vous devez bien repérer et essayer de comprendre, c'est quel est le rôle de l'ATP. Donc vous voyez là, les têtes de myosine sont fixées sur l'actine, et puis l'ATP arrive. Quand l'ATP arrive, ça permet le décrochage. Et donc, quand la tête de myosine se décroche, de nouveau, elle reprend sa forme initiale, c'est-à-dire non déformée, et de nouveau, elle se rattache à l'actine, mais un petit peu plus loin. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, que les têtes de myosine ne réagissent pas toutes en même temps. Vous avez plusieurs têtes de myosine qui vont toutes essayer de ramener l'actine vers elle à différents temps. Donc voilà ce que fait l'ATP. L'ATP permet de décrocher. Et c'est très important parce qu'on va parler tout à l'heure de la rigidité cadavérique, très importante par rapport à la tendreté de la viande. Et vous comprenez bien que cet ATP qui est le résultat d'un processus cellulaire, donc du vivant, eh bien s'il n'y a pas d'ATP, ça veut dire que les fibres restent contractées. Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Ok ? Alors, faisons un petit point au niveau métabolisme. Bien évidemment, il y a deux temps. Il y a lorsque le muscle est vivant, et lorsque le muscle est vivant, eh bien, il reçoit majoritairement, il reçoit de l'oxygène. Et puis il y a lorsque l'animal est mort, est-ce que le muscle est mort? Est-ce qu'il reçoit de l'oxygène? Donc il y a deux types de métabolismes qui vont se mettre en place. Alors tout d'abord, en aérobiose. Donc le glucose sanguin, c'est-à-dire le glucose qui est dans le sang, et le glycogène musculaire. Je vous ai dit que le glycogène était conservé dans les fibres musculaires. Eh bien, à la fois le glycogène est transformé en glucose 1-phosphate, j'espère que vous vous en rappelez un petit peu au niveau métabolisme, et puis il y a aussi du glucose qui arrive via le sang, donc finalement le glucose dans ces fibres musculaires, lui, va subir la glycolyse et il va être transformé en glucose 6-phosphate. Ça, vous vous en doutiez. À ce moment-là, ça forme, ce glucose 6-phosphate qui rentre dans la glycolyse va former du pyruvate. Le pyruvate va pouvoir rentrer bien évidemment dans le cycle de Krebs. Et une fois qu'il est rentré dans le cycle de Krebs, bien évidemment, il conduira à former de l'ATP. Cet ATP, vous l'avez bien compris, le cycle de Krebs est situé dans les mitochondries. Donc l'ATP est formé dans les mitochondries, ces mêmes mitochondries qui se trouvent elles-mêmes dans les cellules musculaires. Donc l'ATP va pouvoir rejoindre les fibres, les têtes de myosine dont on a parlé tout à l'heure, et donc ça va permettre la contraction. Donc il faut à tout prix être en anaérobiose pour faire l'ATP, pour permettre la contraction musculaire. Soit dit en passant, bien évidemment, pour qu'il y ait une contraction, il faut aussi qu'il y ait un potentiel d'action qui arrive via le nerf. Ce potentiel d'action est susceptible de libérer le calcium qui est stocké dans le réticulum sarcoplasmique. D'accord ? Donc il faut deux éléments, donc de l'oxygène pour faire de l'ATP, mais aussi un potentiel d'action qui libère du calcium. Et quand vous avez calcium et ATP, au niveau des fibres, là vous avez contraction. Que se passe-t-il quand l'animal meurt? Alors ça c'est une question qui m'a toujours un petit peu taraudé. Quand un animal meurt à un instant, alors déjà c'est quoi la mort? Mais est-ce que toutes ces cellules meurent au même moment? La réponse est non. Et là on est sur le muscle précisément. Bien évidemment, si l'animal meurt, il ne respire plus. C'est une des propriétés. Et quand on ne respire plus, bien évidemment, ça veut dire que l'ensemble des tissus vont se retrouver en anaérobiose. Est-ce qu'ils sont capables de survivre en anaérobiose? Vous avez fait du métabolisme, vous avez vu qu'en anaérobiose, il se passe des fermentations.
Or voilà, le muscle, il a des réserves de glycogène. Donc il va dégrader, il a besoin d'énergie. Il dégrade le glycogène en glucose 1-phosphate. Le glucose 1-phosphate est transformé en glucose 6-phosphate qui rentre dans la glycolyse. A-t-on besoin de glycogène? A-t-on besoin d'oxygène pour la glycolyse? Non. Donc il fait du pyruvate. Mais voilà. Le pyruvate peut-il rentrer dans la mitochondrie? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Donc en fait, il subit la fermentation lactique et on forme de l'acide lactique. D'accord? Cet acide lactique, vous le comprenez bien, c'est un acide, donc le pH va diminuer. Et ça va amener différentes propriétés au niveau même du muscle et donc de la viande, et on va en reparler tout à l'heure. Ok? Donc ça, c'était au niveau de la cellule musculaire. Maintenant, on a vu qu'il n'y avait pas que la cellule musculaire, la fibre musculaire, qu'il y avait aussi d'autres éléments. Alors, on a parlé principalement de tissu conjonctif, non adipeux, avec l'épimésium, l'endomysium, le périmysium. Mais dans un premier temps, j'aimerais vous parler du tissu conjonctif adipeux, donc un petit peu la partie grasse de la viande. Alors ce tissu adipeux, gras donc, est présent entre les faisceaux de fibres. Et à ce moment-là, intervient un terme de vocabulaire qui est utilisé dans cette filière, qui est le fait qu'on dise que la viande est persillée. Alors, une petite image. Donc, il existe des abacs qui permettent de définir le degré de persillage. Le degré de persillage, en fait, c'est le nombre de fibres grasses au niveau macroscopique que l'on observe au niveau d'une tranche de muscle, tout simplement. Et donc là, cote 1, cote 6, il y a ici, on le voit bien ici, on voit qu'elle est persillée, donc on observe cette espèce d'embranchement de tissu gras, et c'est ça qui donne cette notion de persillé. D'accord? Alors, en quoi c'est intéressant au niveau qualitatif? Eh bien, pour le consommateur, c'est que ce gras va apporter une espèce de jutosité, mais aussi va apporter du goût. Parce que lors de la cuisson, ce gras va développer des arômes, des sucs qui vont être très intéressants. Donc, le persillage d'une viande, voilà une notion très intéressante. C'est tout ce que je vous dirais au niveau de ce tissu conjonctif adipeux. Plus intéressant, dans cette filière, le tissu conjonctif non adipeux. Si on fait une coupe transversale de muscles à l'objectif 10, voilà ce que l'on observe. Le tissu conjonctif comprend donc l'épimésium, le périmésium et l'endomysium. On en a déjà parlé tout à l'heure. Alors là, vous avez donc le périmysium, ici, autour, là. Ce périmysium, comme on l'a dit, il encadre un faisceau de fibres musculaires, et chaque fibre musculaire est elle-même encadrée par de l'endomysium. D'accord? Ça, c'est une coupe du schéma qu'on a vu tout à l'heure de la structure macromoléculaire du muscle. Si on regarde encore plus profondément avec un zoom, donc une histologie, l'objectif x400, on arrive alors au niveau cellulaire et on peut regarder un peu ce qui se passe au niveau très rapproché. Donc le tissu est constitué principalement de liquide. On verra dans la constitution du muscle qu'il y a énormément d'eau. Ce lipide est nommé un lipide colloïdal, c'est-à-dire qu'il contient d'autres, il ne contient pas que de l'eau ni des molécules, il contient des structures macromoléculaires. Et dans ce liquide baignent aussi des cellules et des protéines fibreuses. Petit zoom. Donc vous avez des cellules avec des noyaux de cellules musculaires, et puis vous avez ici de l'élastine, du collagène et d'autres substances qu'on appelle la substance fondamentale. Bon. Ce qui va surtout nous intéresser, ce qui est le plus important quantitativement, c'est ce collagène. Collagène qui est un tissu conjonctif. Alors, parlons d'abord de l'élastine, mais brièvement, l'élastine est extensible et non digestible, donc c'est des protéines non digestibles, donc peu intéressant. Le collagène, lui, forme des fibres très longues, peu solubles à froid, peu extensibles et peu digestibles. Alors, peu soluble à froid, on verra que sa solubilité gagne un peu lors de la cuisson. Il est peu extensible, c'est lui qui constitue un petit peu cette mâche, et il est peu digestible, donc il n'est pas très intéressant en fait en termes qualitatifs pour le consommateur.
Alors voilà à quoi il ressemble. Donc c'est une protéine, elle a une structure, une organisation particulière parce que vous le saviez peut-être, il y a des protéines qui s'assemblent en hélice, par exemple la kératine. Et bien là, le collagène, lui aussi c'est pareil. Alors il y a déjà un élément initial qui est le tropocollagène, qui forme cette triple hélice de collagène. Donc ça c'est le tropocollagène, la triple hélice. Et ce tropocollagène, ici, là, là, est lui-même polymérisé. Donc vous avez des liaisons covalentes qui se forment entre de multiples hélices de tropocollagène et l'ensemble forme la fibre de collagène. D'accord? Donc très peu digestible. Ce collagène donc est très résistant. À 60 degrés Celsius, le collagène se raccourcit et il va donc contribuer à la dureté de la viande. Donc, quand vous cuisez une viande qui contient beaucoup de collagène, eh bien, vous êtes à 60 degrés et donc vous allez avoir une viande qui va se raccourcir. C'est ce que l'on voit des fois lors d'une cuisson, on voit la viande qui se raccourcit et ça contribue au fait que la viande est difficile à mâcher. Le collagène, nutritivement, n'est pas du tout intéressant. Il est pauvre en acides aminés soufrés. Il est dépourvu de tryptophane. Par conséquent, son indice chimique de digestion est quasiment nul. Donc, vraiment pas intéressant du tout nutritivement. Par contre, le collagène, lui, est très riche en proline et en hydroxyproline, proline hydroxylée. Et ça va nous permettre justement de l'identifier, de le caractériser. Donc on peut doser l'hydroxyproline et ce dosage de l'hydroxyproline va nous permettre d'identifier à différents endroits, à différents types de muscles de l'animal, les différentes catégories de viande. Donc en fait, les différents muscles d'un animal sont classés en catégories. Cette catégorie est elle-même dépend elle-même du taux de collagène qui est lui-même dosé en fonction du degré d'hydroxyproline. Donc vous avez des catégories 1 ou des catégories 2 en fonction de ce qui contient du collagène et donc effectivement c'est assez horrible mais un animal est catégorisé comment dire, est classifié, il y a différents muscles qui sont classifiés avec ici chaque élément de cette carte vous avez un nom particulier de viande et de catégorie par rapport au taux de collagène qu'il contient. Alors on dit la dénomination du morceau doit être complétée par la destination culinaire, premièrement, et du mode de cuisson conseillé. Donc ça c'est très important. Le mode de cuisson conseillé, c'est justement ce rapport au collagène. C'est-à-dire si vous avez peu de collagène, bah, vous faites une cuisson normale. Si vous avez beaucoup de collagène, eh bien, il y a une cuisson particulière. Donc en fait, toutes ces pratiques culinaires que l'on connaît, c'est-à-dire ça, je le fais cuire plutôt en pot-au-feu, ça, je le fais plutôt griller, etc. Toutes ces pratiques, elles sont liées en fait à la quantité de collagène qu'il y a dans le muscle. Et ceci m'amène à vous dire que vous devrez, donc sur ce sujet du collagène, je vous ai préparé un petit TD, justement sur le collagène. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, mais je vous mettrai de toute façon le lien. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le voir. Non, mais tant pis. Il ne répond pas. Pas se stresser. Donc en tout cas, je vous mettrai le lien dans le drive pour faire ce TD collagène. Par ailleurs, le taux de collagène augmente d'un muscle à l'autre en fonction de différentes caractéristiques. Ça dépend d'abord de l'espèce. Alors ce que vous devez savoir, c'est que les porcins ont beaucoup moins de collagène que les ovins. D'accord? Donc ces types de viande, finalement, en fonction de l'animal, bien vous aurez plus ou moins de collagène. Ça veut dire que vous aurez des cuissons différentes en fonction des types de viande. Mais aussi en fonction de la race. Donc par exemple chez les ovins, eh bien, il y a des races qui ont moins de collagène que d'autres. Et puis en fonction de l'âge, les jeunes ont moins de collagène que les vieux. On ne parle pas de cholestérol ici, mais pour autant le collagène c'est pareil. Donc c'est pourquoi effectivement il y a des viandes d'animaux jeunes qui sont préférées. Et puis en fonction du sexe aussi, les femelles présentent moins de collagène que les mâles. C'est pourquoi on s'intéresse justement à la castration malheureusement, qui tend à diminuer ces hormones mâles qui induisent la production de collagène. Donc ce collagène, c'est une des caractéristiques structurales de ce muscle, qui est donc très important et très gênant donc, pour la filière. On peut quand même
installer des process qui visent à réduire ce collagène, permettre son clivage, donc soit par cuisson, soit par hydrolyse acide du collagène. Et cela donne une espèce de gélatine qui est soluble et qui est un petit peu plus digeste. Ok? Alors on en était donc ici le tissu conjonctif non adipeux, on a parlé du tissu conjonctif adipeux et on a parlé de la fibre musculaire. Ça c'était donc la structure microscopique du muscle squelettique. Troisième point, toujours dans cette composition, on va parler encore plus en détail, c'est-à-dire à l'intérieur même de la cellule, quelles sont les molécules présentes. Et là, c'est pour ce qui est de la qualité nutritive. D'accord ? Composition chimique de la viande. Exemple donc pour le muscle squelettique de première catégorie de bœuf. Et voilà un petit peu la composition de la teneur moyenne. Et ce que l'on peut voir essentiellement, c'est que oui, effectivement, une viande contient énormément d'eau. En moyenne, donc 70% d'eau, donc c'est quelque chose de très important, ce qui nous amène à cette notion de jutosité, et on en reparlera un petit peu plus tard, c'est est-ce que à la mort de l'animal, cette eau est éliminée, est-ce qu'elle se perd cette eau? Donc le but c'est de perdre un minimum d'eau bien évidemment. Après, en pourcentage, ce qui est intéressant, c'est les protéines. On a vu que ces protéines étaient importantes avec les fibres, justement, d'actine, myosine qui permettent la contraction. Et nutritivement, bien évidemment, ces protéines sont d'un grand intérêt. Dans ces protéines, on retrouve bien évidemment le collagène. Le collagène qui, lui, est un élément qui nous intéresse peu. Le collagène, l'élastine, et puis aussi l'hémoglobine. Hémoglobine qui a justement son rôle à jouer dans la couleur, et on en reparlera un petit peu plus tard. Très peu de lipides, mais le peu de lipides qu'il y a vont participer au goût, donc c'est très important. Les glucides par contre très faibles, et les minéraux aussi très faibles, j'en dirai rien non plus. Donc l'eau, c'est la principale molécule, je vous le disais, 75% d'eau retenue par les myofibrilles. On a un faible pourcentage en collagène, on est maximum 3% de collagène, mais pour autant, les variations de 1 à 3% de collagène sont d'une très très grande importance par rapport au niveau de la qualité vis-à-vis du consommateur. Et cela va induire des modes de cuisson préconisés. Okay. Donc faible pourcentage en collagène, mais qui en réalité la variabilité est très importante, et gros pourcentage en eau, très importante aussi au niveau de la dégustation. Donc voilà, j'en ai fini avec cette première partie sur la composition du muscle squelettique, et on va pouvoir commencer donc cette deuxième partie, parler de la relation de la physiologie du muscle et de la qualité de la viande. Ça paraît un petit peu vague. Parlons tout d'abord de ce premier point qui est de la tendreté d'une viande. Après la mort de l'animal, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, au moment de la mort de l'animal, vous allez avoir la viande qui va devenir de plus en plus dure pendant un temps, et puis après, cette dureté va avoir tendance à disparaître avec le temps. Alors, je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. Vous avez remarqué que je vous ai mis un encadré noir parce que c'est un petit peu sinistre. J'ai fait en sorte de choisir des couleurs en fonction du moment, de la filière. Alors vous avez donc un premier temps. Donc les nerfs, au moment de la mort de l'animal, les nerfs qui vont transporter le potentiel d'action, les nerfs vont mourir, mais le muscle vit, je vous en ai déjà parlé, grâce au glycogène. Il se produit donc une glycolyse anaérobie avec accumulation d'acide lactique. D'où le pH, ce pH va diminuer jusqu'à 5,5. Et par conséquent, le complexe des fibres actine-myosine va se retrouver figé. C'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique, ou autrement nommé le rigor mortis. Si la température est inférieure à 10 degrés Celsius au niveau dans l'abattoir, quand se produit la rigor mortis, à ce moment-là, les fibres musculaires vont se lier et le muscle va rester dur. Et ça, c'est très négatif au niveau de la filière. Donc il existe un process qui est tout simplement une stimulation. On peut, sur la carcasse morte, on peut réaliser des stimulations électriques de manière à essayer de réduire la liaison des fibres musculaires pour tendre à diminuer la dureté de cette viande. Et puis il y a un deuxième temps, donc vous avez la dureté qui diminue. À quoi est due la perte de la rigor mortis? Eh bien tout simplement
un phénomène de maturation. Donc ça, c'est une étape de cette filière qui est très importante. Elle est nommée maturation. La rigidité va diminuer, c'est-à-dire que en fait, les myofibrés qui sont musculaires, qui sont des protéines, vont être petit à petit dégradés par les protéases au cours du temps. Comme ce sont des protéines, les protéases qui interviennent, qui sont peut-être elles-mêmes activées par la baisse de pH, ces protéases vont contribuer à dégrader un petit peu les fibres musculaires. Donc il se passe 2 temps, d'où ce schéma en 2 temps. On peut parler de la jutosité. Cette jutosité, elle dépend donc du pouvoir de rétention, c'est-à-dire est-ce que l'eau est retenue dans la fibre de ce muscle. En réalité, lorsque le pH descend, et on a vu que le pH descend à la mort de l'animal, eh bien l'eau est expulsée. Quand le pH descend, l'eau est expulsée. Si le pH descend trop bas après l'abattage, c'est ce qu'on appelle l'exsudation. Donc il y aura un certain intérêt finalement lors de l'abattage de l'animal de faire en sorte que le pH ne descende pas trop bas. Troisième point, la couleur de la viande. Et ça, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, puisqu'on a déjà certainement beaucoup parlé ensemble, mais vous en avez beaucoup entendu parler. Quand on parle, par exemple, des jambons et de la couleur du jambon, et on dit, en fait, oui, on rajoute des additifs, on rajoute du nitrite, c'est pour donner cette belle couleur rose au jambon, mais en fait, c'est pas la vraie couleur. Effectivement, une couleur, normalement, d'un jambon sans nitrite, je ne sais pas si vous en achetez actuellement, mais c'est plutôt dans les tons gris. D'accord? Alors, à quoi est due cette couleur? Eh bien, vous le savez sans doute, la couleur de la viande, elle vient d'un pigment, d'une protéine, une hétéroprotéine, qui n'est autre que la myoglobine. C'est comme l'hémoglobine, sauf que l'hémoglobine, elle a 4 sous-unités protéines, la myoglobine, elle a qu'une seule unité protéine. Et cette protéine, cette myoglobine, elle est associée à un M. C'est cet M qui va absorber la lumière d'une certaine manière, à une certaine longueur d'onde, et qui va permettre d'offrir une couleur finalement à ce tissu. Donc voilà à quoi ressemble cette protéine de myoglobine. Voilà. C'est comme une hémoglobine, je vous le disais, sauf que dans l'hémoglobine, il y a 4 fois 4 myoglobines. D'accord ? Et puis, vous avez cette structure particulière qui n'est pas constituée d'acides aminés, qui est liée covalemment à la myoglobine, qui n'est rien d'autre qu'un M, comme vous avez pu en voir dans les chaînes respiratoires. Et vous pouvez le deviner, au centre de l'M, on a un ion. C'est un ion fer qui va jouer un rôle très important. Donc la teneur en myoglobine, la myoglobine c'est une hétéroprotéine à M qui contient un fer 2. Cette teneur en myoglobine, elle permet de différencier bien évidemment d'un côté les viandes blanches, d'accord, vous mangez parfois de la viande blanche, par exemple de la dinde, des viandes rouges qui auront donc plus de myoglobine. Donc voilà une représentation de cette M. Donc le fer 2 de la myoglobine, ce fer 2 ici, va se lier à l'oxygène. Donc il apporte en fait l'oxygène qui est nécessaire au métabolisme de cette cellule musculaire. D'accord, il permet de le conserver. Et parfois, en fait, ce fer 2 est hyper oxydé et il se transforme en fer 3, ce qui est très négatif, qu'on appelle donc à ce moment-là de la métmyoglobine. Et justement, dans la viande crue, quand l'animal est mort, dans la viande crue, il y a différents états d'oxydation. Donc vous avez la myoglobine qui contient du fer de plus, qui au départ n'est pas oxydé. Quand l'animal est vivant, donc en présence d'air, bien évidemment, le fer de plus est oxydé et on parlera alors d'oxymyoglobine. D'accord ? Et puis, lorsque des traitements particuliers interviennent, traitements acides, de chaleur ou de faible oxygénation, à ce moment-là, ou encore des bactéries, le fer de plus peut encore plus être oxydé et à ce moment-là, il passe à l'état de fer 3+, et on a affaire donc à une métmyoglobine. Voilà son nom. Donc le but du jeu, finalement, ça va être d'essayer d'éliminer cette métmyoglobine. Vous avez un système donc, qui est réversible, avec des phénomènes d'oxydation dans un sens et de réduction dans un autre sens. Et bien évidemment, quand parvient la mort de l'animal, eh bien, la myoglobine est totalement désoxygénée. Donc la filière va chercher à favoriser au maximum la forme oxymyoglobine. D'accord ? Et ceci dès l'abattoir. Donc il va falloir aussi, à la toute fin du process, c'est-à-dire quand on vend la viande, il va falloir maîtriser l'atmosphère
dans les barquettes de viande. C'est pour ça que la viande, généralement, elle n'est pas vendue comme ça à l'air libre. Elle est mise en barquette avec un film particulier, justement, qui retient une certaine qualité de gaz. Donc il ne faut pas qu'il y ait n'importe quel gaz, qu'il y ait n'importe quel mélange de gaz sous le film de la barquette de viande. Trop d'oxygène vont générer donc de la méthmyoglobine, et cette méthmyoglobine va diminuer la durée de conservation de cette viande. Ok? Donc voilà, cette couleur de viande, elle est importante, notamment au niveau de la conservation. Et enfin, quatrième point, arôme et couleur, mais cette fois-ci de la viande cuite. Donc les lipides, il y a des lipides, on l'a vu au niveau de la constitution, il y a des lipides au niveau de ce muscle, il y en a très peu, mais ils vont participer à tout l'intérêt nutritif de cette viande. Donc les lipides vont s'oxyder et leurs dérivés sont responsables de différents arômes. Attention, bien évidemment, comme d'habitude, comme pour tous les produits gras, s'il y a une trop forte oxydation de ces lipides, ça peut conduire au rancissement. Donc si la viande n'est pas cuite mais qu'elle contient beaucoup de lipides, la viande peut rancir, donc c'est très négatif. Par contre, en cuisson, ces lipides peuvent participer aussi aux réactions de Maillard et vont donner des arômes, mais aussi des couleurs intéressantes nutritivement. Ok ? Donc voilà toutes les notions de la physiologie du muscle et de la qualité de la viande pour le consommateur. Troisième point, importance du traitement à l'abattoir. Comment ça se passe? Est-ce que c'est codifié? Y a-t-il des process particuliers pour faire en sorte que la qualité de la viande que l'on mange soit meilleure? Donc à l'abattoir, il est recommandé donc de contrôler l'état physiologique des animaux pour éviter justement les pH d'altération. On a vu que quand le pH était trop bas, il y a une exudation, c'est-à-dire une perte d'eau notamment. D'accord ? Dans un premier temps, à l'abattoir, ce qui doit être pris en compte, et vous le savez que ce n'est pas toujours pris en compte, c'est comment se fait la collecte des animaux. Comment est-ce qu'on réunit les animaux pour les emmener à l'abattoir. Et là, forcément, il y a une norme qui doit être scrupuleusement suivie, avec différents critères. Donc les animaux doivent jeûner, et le fait qu'ils jeûnent, ça permet justement de limiter cette quantité de glycogène musculaire, et donc le pH de la viande ne va pas trop descendre trop vite. Donc il y a des réserves de glycogène, mais pas trop, et donc le pH va descendre, mais pas trop vite. Donc ça c'est important. Donc il y a à la fois des critères au niveau de l'abattoir pour le bien-être des animaux, mais il y a aussi des critères au niveau de l'abattoir pour la qualité de la viande. Et c'est ces deux qui se mélangent. Éviter le stress des animaux, et bien sûr les blessures. Donc il y a tout un tas de critères, des planchers antidérapants quand on fait monter les animaux au niveau des camions qui vont les amener à l'abattoir. Des pans de chargement qui sont peu inclinés pour éviter qu'ils tombent et qu'ils se blessent, une densité d'animaux contrôlée, une durée de transport limitée pour limiter le stress, parce qu'un animal stressé c'est un muscle qui est plus dur, conserver des groupes élevés ensemble pour limiter le stress, des abreuvoirs, et une période de repos avant abattage. Donc arriver sur place, une période de repos. Vient alors une étape avant la mort qu'on appelle une étape d'insensibilisation, avec différentes méthodes. Il y a des méthodes d'étourdissement qui sont obligatoires, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que l'animal ne soit plus vraiment conscient. Alors une première étape, c'est process, c'est l'électronarcose. C'est un courant électrique de 70 à 700 volts qui peut baisser l'animal et altérer à ce moment-là l'aspect du muscle et provoquer donc des violentes contractions. Et là aussi c'est peu intéressant, des contractions musculaires. L'autre méthode, à part l'électronarcose, vous avez aussi l'anesthésie gazeuse, mais cette anesthésie gazeuse va permettre un étourdissement qui sera beaucoup plus lent, donc peut-être parfois moins intéressant pour ce qui est de cette filière qui marche en continu et qui nécessite des cadences élevées. L'anesthésie gazeuse est effectivement moins intéressante. Bon.
Intervient alors la saignée, donc l'animal est inconscient. Donc la saignée doit se faire rapidement après l'insensibilisation. Et là encore, il y a un article du Code rural qui spécifie tous les critères. Donc je vous ai mis un lien que vous pourrez aller voir. Ah oui, bah, j'ai pas internet ici. Donc vous pourrez cliquer dessus. Oui, parce que cette carte mentale, je vous la mettrai, je vous la glisserai dans le drive auquel vous aurez accès. Et je vous donnerai aussi l'adresse d'un lecteur de carte mentale gratuit qui vous permettra de vous balader si vous avez besoin dans la carte. Voilà. Comme ça, vous aurez le cours en carte mentale. Donc, élément assez horrible, l'animal est pendu par les pattes. Donc, je vous rappelle qu'il est insensibilisé, donc quelque peu inconscient. Le sang est récupéré. Donc on fait en sorte d'évacuer le sang. Pourquoi? D'une part pour éviter de polluer la viande, parce que le sang peut être susceptible d'être contaminé. Donc on élimine le sang, d'une part, pour la pollution, mais on peut aussi, c'est un coproduit, le sang est utilisé pour faire des boudins. Donc ça c'est la saignée. Il y a le dépouillage, c'est-à-dire qu'on retire avec des automates ou non, on retire la peau. Alors des fois on ne la retire pas parce qu'on a besoin de cuire la viande avec la peau. Il y a certaines viandes qui se cuisent avec la peau, mais il y a des automates qui permettent de tirer la peau de manière automatique. C'est pas forcément l'homme, le technicien qui va le faire. Et puis il y a la préparation des carcasses, l'inspection de la solubilité. Donc est-ce que la viande n'est pas elle-même altérée à l'intérieur? Elle est pesée, classifiée, codifiée en catégories. Elle est refroidie à 7 degrés, jusqu'à 7 degrés à cœur, et ensuite il y aura cette fameuse étape de maturation. Je ne vous ai pas détaillé tout ça, c'était un petit peu moins important. Quatrième partie, la maturation, c'est d'elle dont je vous parle. La maturation est importante parce que justement elle va apporter des critères différents. La maturation, donc, elle se passe à 7 degrés Celsius, et on parle de maturation parce que le muscle va lui-même évoluer au cours du temps, notamment grâce à des enzymes qui vont s'activer, des lipases qui vont dégrader les lipides, les protéases qui vont dégrader les protéines. On en a déjà parlé un peu, la fin de la rigor mortis, donc l'intervention de la tendreté. Donc, mais le problème reste avec ce collagène. On a vu qu'il y avait très peu de collagène, mais que ce collagène est assez résistant finalement. Et le collagène se dégrade trop lentement. Alors, il y existe des muscles en fonction des espèces, on l'a vu, mais aussi de l'âge, etc., qui sont pauvres en collagène. Et puisqu'ils sont pauvres en collagène, ils vont permettre une cuisson rapide. Et dans ce cas-là, on a un mode de cuisson qui est dit, qui doit toujours être sur l'emballage, hein, mode de cuisson qui est dit à griller ou à rôtir. Donc mode de cuisson rapide. La maturation, donc on va laisser le muscle maturer, subir une maturation longue, de 7 à 10 jours. D'accord? Et ensuite, cette maturation va permettre d'attendrir la viande, c'est pour libérer la rigor mortis. Et comme elles sont pauvres en collagène, eh bien on pourra cuire rapidement la viande, sans problème. Et puis, il y a les autres types de muscles qui sont, eux, riches en collagène. Et par conséquent, la maturation, elle, de 7 à 10 jours, ne va servir à rien pour attendrir la viande. Ce sera insuffisant. Donc, en réalité, pour ces viandes-là qui sont riches en collagène, eh bien, on prévoit une maturation plus courte, de 2 à 3 jours avant de vendre la viande. Et là, pour le coup, on conseille un autre mode de cuisson obligatoire, qui est une cuisson humide et lente. Et donc, on parle, en termes vocabulaire, de abraiser ou abouillir. Donc, ces modes de cuisson dépendent du taux de collagène et dépendent des types de muscles, tout simplement. Ok? Donc voilà pour ces maturations longues ou courtes en fonction des types de viande riches en collagène ou pas. En termes de traçabilité des viandes, là, bien évidemment, vous vous en doutez, il y a un règlement qui définit cette traçabilité. Donc je vous ai mis un document que vous pourrez aller voir vers ce règlement CE qui est intéressant à regarder. Et puis, là aussi, je vous ai mis un TD à faire sur la traçabilité. Un TD intéressant où vous verrez comment de l'animal jusqu'à la barquette de viande, on constitue ce lien de traçabilité pour le consommateur qui puisse savoir quel type de viande il mange. Donc vous aurez aussi ce TD à faire. Ça, c'était le 5e point. 6e point, les contaminations.
assurément, c'est un aliment qui doit être maintenu au froid, mais est-ce que l'animal n'était pas contaminé avant? Contaminé par quoi? Est-ce qu'il n'a pas pu être contaminé au niveau de l'abattoir? Donc là, il y a des mesures, bien évidemment, à prendre en compte. Donc tout d'abord, une contamination du vivant de l'animal. Donc c'est à cela que servent, entre autres, les vétérinaires qui vont dans les élevages, mais qui vont aussi au niveau des abattoirs. Ils vont écarter les animaux qui sont porteurs de germes, qui vont être susceptibles de contaminer les muscles, par des bactéries de type listeria qui vont induire des listérioses. Il y a parfois des lots, par exemple de rillettes, qui sont retirés de la vente parce que justement susceptibles d'induire des listérioses. Mais ça peut être aussi des virus, donc des muscles contaminés par le virus de la rage ou alors par le virus de la fièvre afteuse. Vous pouvez aussi avoir des pathologies avec des agents de non... je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Non conventionnels, de type prion, induisant l'ESB. Alors, c'est une question dont je ne vais pas détailler, mais c'est des questions justement que je vous ai mis dans un DM à faire. Donc vous avez 3 DM en tout, hein. Vous avez un DM sur le collagène, un DM sur la traçabilité, et puis je vous ai rajouté 8 ou 9 questions de DM globales sur l'ensemble de la carte. Voilà. Et vous avez notamment une question particulière sur l'ESB, très intéressante de mon point de vue. Et puis vous avez un autre type de contamination, des contaminations par des parasites, avec des téniades, des trichinella. Vous en avez forcément entendu parler, justement en microbiologie, en TP de microbiologie, je pense, avec ici des larves de trichinella au niveau même, donc ici vous avez une coupe de fibres musculaires, donc au niveau même de ces fibres musculaires, on voit, au niveau histologique, on voit justement les larves de trichinella. Donc c'est comme ça qu'on peut repérer une contamination. Et puis là, vous avez ce fameux parasite qu'on retrouve au niveau des intestins, donc c'est assez horrible, et on espère bien évidemment ne pas en consommer. Donc contamination du vivant de l'animal, et puis on peut avoir des contaminations post-mortem qui se produisent donc effectivement au niveau de l'abattoir, par un manque d'hygiène des locaux et des outils, et c'est bien plus poussé, bien évidemment, cette recherche de qualité sanitaire, pour les viandes qui vont, pourquoi pas, être mangées crues, si vous mangez des tartares par exemple, les viandes hachées. Ok? Est-ce que j'ai fini? Non, il y a encore un autre point, un dernier point, ici. Le contrôle et l'analyse sur les viandes, c'est toujours la dernière partie de nos cours. Contrôle sur la chaîne de fabrication, température des locaux, chambre froide, humidité de l'air ambiant, contrôle du nettoyage des surfaces, donc tout ça c'est classique, contrôle microbien des aérations et contrôle de l'hygiène du personnel. Et puis, bien évidemment, contrôle sur les échantillons. Prélèvement réglementé par la DGCCRF sur les produits congelés, donc on réalise des carottages et on va analyser les carottages. Et aussi traçabilité de la viande de bovin au moyen de tests ADN. Traçabilité, c'est être sûr, donc en rapport avec le télétraçabilité, au moyen de tests ADN. Donc là aussi, dans le DM sur la carte mentale, je vous ai mis une question spécifique justement sur la traçabilité, test ADN, comment ça fonctionne. J'aimerais que vous m'en disiez plus et moi je ne vais pas vous en dire plus justement. Voilà, j'ai fini ce cours énorme, ce chapitre énorme, juste pour vous faire rire un petit peu. Alors attendez, là on voit pas. Ce que je voulais vous montrer, c'était la taille totale de cette carte. Je sais pas si je vais y arriver. Agrandissement total. Voilà. Oui, la taille globale de cette carte, c'est une carte énorme. Voilà. Donc c'est une carte que je vous laisse en accès, donc au niveau du drive. C'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup, hein, ça fait peut-être 1 heure. Désolé, hein, mais c'est un chapitre très important, avec beaucoup de choses à dire que j'ai déjà énormément compressé dans cette carte. J'espère qu'il vous plaira. 3 DM, le DM sur la carte, le DM sur le collagène, le DM sur la traçabilité. Et je vous dis à bientôt, 1er mai, peut-être que vous bossez, c'est bien, vous êtes courageux. A plus.